En direct du studio, Tennis Giant sur la ligne présente cette édition du 4 août de Café OBN qui mettra en vedette Victoria Mboko. Alex Régimbal en votre compagnie, Charlotte Robillard-Millette à mes côtés. Charlotte, comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va bien, c'est une autre belle journée à l'OBN. On est excités. Toi, comment tu vas? Ah, ça va. Le niveau de fatigue commence à être là, on se le cachera pas, mais regarde, on se plaindra pas. On vit un des plus bels événements au monde, dans le monde du sport. Alors, on va certainement pas se plaindre du niveau de fatigue. Je le disais, ce sera une soirée qui va mettre en vedette Victoria Mboko. On est chanceux à l'Omnium Banque Nationale parce qu'on a eu Eugénie qui a été l'histoire du début de tournoi, et là, on a une autre Canadienne qui a passé par le Centre national, Victoria Mboko. Je pense que Tennis Canada, on doit être bien content là, de ce qui se passe présentement. Oui, je pense qu'on peut être content de nos joueuses canadiennes. Je pense que Victoria, on la voyait pas nécessairement venir jusqu'au quart de finale, là, disons, mais on est vraiment très heureusement surpris par elle. Puis Eugénie qui avait annoncé qu'elle jouerait son dernier match ici à Montréal. Je pense qu'on a des belles histoires, des beaux contes de fées. Même Eugénie qui, malgré sa défaite, a eu un super tournoi, un super niveau de jeu, peut être vraiment fière de la manière qu'elle a conclu sa carrière. Donc je pense que on vit des beaux moments. On est certainement content pour nos Canadiennes, puis on espère que ça va continuer. On va regarder ce qui va se passer du côté de ce match-là ce soir, parce que c'est pas banal ce à quoi les partisans vont assister. Ils vont voir une jeune fille de 18 ans en pleine ascension et une autre adversaire, Jessica Bussas-Manero, qui est pas très vieille non plus, là, dans la vingtaine, début vingtaine. Et c'est deux filles qui sont en pleine ascension présentement. Ce sera un premier affrontement entre les deux. Avant qu'on rentre dans les statistiques, tu vois quoi ce soir? Est-ce que tu vois Victoria poursuivre son parcours de rêve, ou est-ce que tu vois le conte de fées s'arrêter à minuit ce soir? Là? Honnêtement, je pense que Victoria est capable d'aller chercher ce match-là. Je vais toucher du bois parce que je suis superstitieuse et je lui souhaite beaucoup de chance, mais je pense qu'elle est capable, avec son niveau qu'elle a démontré cette semaine, puis même dans les derniers mois. On a vu dans des matchs contre des joueuses à l'extérieur du top 20, sur 11 matchs, elle a perdu seulement un match. Donc, c'est quand même incroyable de voir que son niveau est constamment très, très élevé, qu'elle va chercher des victoires contre des filles qui ont des très, très bons niveaux de jeu. Donc, moi, je pense qu'elle peut aller chercher ce match-là. Ça va encore une fois dépendre de comment elle va gérer la pression, mais elle l'a démontré de manière admirable cette semaine. Oui, tu en parlais hier à quel point elle avait bien géré les moments de pression, les moments de tension dans les derniers matchs. Et puis, ce sera important de le faire ce soir. Les premières au livre, je regarde ça pour vous, la mettre favori ce soir, Victoria Mboko, en dépit du fait qu'elle est classée 85e mondiale et que son adversaire, elle est 51e. Jessica Bussas-Manero, elle a 22 ans. C'est une fille qui est sur la pente montante là, présentement. Elle a fait les quarts de finale dans quelques tournois WTA. Elle a fait une ronde des 16 à Wimbledon et un troisième tour à Roland-Garros notamment. Mais pour l'essentiel, dans les autres années, c'est une fille qui était plus sur des tournois ITF. Alors, c'est une fille qui connaît une bonne saison, qui est sur la pente montante. Et ça pourrait être un piège pour Victoria. Une fille qui arrive avec du rythme cette année. Oui, je pense que c'est une fille qui a beaucoup de confiance, qui a une bonne année, qui, comme tu dis, n'a pas nécessairement eu des années spectaculaires dans le passé, mais là, commence à avoir une année explosive, puis beaucoup de confiance en elle dans les dernières semaines, derniers mois. Donc, je pense qu'elle va avoir un bon niveau de jeu, comme n'importe quelle autre fille en quart de finale dans ce tournoi-ci. Donc, Victoria va s'attendre à un bon match. Mais les deux joueuses, à noter qu'elles n'ont jamais atteint une demi-finale dans un tournoi de niveau WTA. Pas juste WTA 1000, mais WTA. Donc, comme tu dis, c'est deux joueuses qui jouent très, très bien ces temps-ci, mais qui n'ont pas nécessairement eu toute l'expérience dans ce genre de tournoi-là. Donc, des deux côtés, je pense qu'il va y avoir un petit peu de pression. Et ça revient à ce que tu me disais hier en début d'épisode, c'est-à-dire que, ce sera peut-être la gagnante, ce sera celle qui va mieux gérer le moment. Parce que ce sont des moments nouveaux pour ces deux joueuses-là. Comme tu dis, il n'y en a aucune des deux qui a atteint ce niveau-là auparavant. Et c'est pas banal. Oui, tu allais ajouter? Ben, je pense juste qu'au moins, Victoria va avoir la foule. Espérons-le. On assume qu'elle va avoir la foule derrière elle, donc ça va peut-être lui donner le petit oomph de plus qu'elle va avoir besoin. Mais oui, définitivement, celle qui va le mieux gérer le moment va s'en sortir. Mais même si je regarde les niveaux de jeu, je trouve que Victoria, sa frappe est beaucoup plus puissante, puis elle a plus
de force. Donc, j'irai moi aussi avec Victoria. Est-ce que, bon, ça va peut-être paraître un peu banal comme question, mais est-ce qu'on la sent, la foule, ou est-ce qu'on est tellement concentré? Tu sais, je le dis, tu l'as déjà joué, là. Mais est-ce qu'on est tellement dans la bulle qu'on oublie la foule, ou est-ce qu'elle revient ici? Là, comment on la sent, la foule, dans des matchs comme ça? C'est difficile à oublier. C'est difficile de faire fi de ça parce que c'est très bruyant. Tu sens leur support, puis de manière vraiment positive aussi. Moi, je me rappellerai toujours que mon match sur le court central ici à Montréal, c'est le match où j'ai ressenti le plus d'émotions dans toute ma carrière. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais eu un gros point, puis toute la foule s'était mise à applaudir, puis j'avais eu des frissons partout sur mon corps, puis ça ne m'était jamais arrivé dans un match de tennis. Donc, je vais toujours me rappeler de ce moment-là. Puis, c'est difficile de ne pas s'en rendre compte, mais je pense qu'on essaye justement de bloquer ça pour rester le plus focus sur notre match, puis nos objectifs, parce que des fois, ça devient intense, puis ça prend le dessus. Mais non, ça l'aide définitivement. J'étais là à ce match-là, et je me souviens exactement où j'étais. C'était un match de qualification, si je ne me trompe pas, pour ce qui était la Coupe Rogers à l'époque. Et j'étais, en fait, juste derrière nous. Là. Il y a comme une plateforme en bas des gradins où est-ce qu'il y a des caméras, et j'étais exactement là pour voir ton match. J'espère que tu m'encourageais. J'étais journaliste, mais j'avais un petit faible pour les joueurs canadiens et canadiennes tout le temps, même si on essaie de... No cheering in the press box, mais c'est dur de rester objectif. On peut continuer de travailler ensemble. Oui, c'était ça. J'avais pas compris qu'il y avait ça qui était sous-entendu, mais parfait. Visiblement, on travaille ensemble quelques années plus tard. Alors, exactement, c'est pas ça si veut mal. dire quelque chose. Mais je te le dirai hors d'onde si je t'encourageais. Okay? Je vais le dire comme ça. J'ai une stat intéressante pour toi parce que je regardais les temps de jeu et à ce temps-ci du tournoi, ça va devenir assez intéressant. Jessica Manero a joué 9h13 minutes depuis le début du tournoi, 5h51, donc 4 heures, 3h30 de différence là, entre Mboko et l'Espagnol. Alors, est-ce que 3h30 de moins, c'est significatif. C'est un match de moins, ni plus ni moins. Oui, certainement. Surtout avec l'horaire chargé dont les joueuses et les joueurs parlent sans arrêt sur le circuit en ce moment, à quel point ils sont fatigués, à quel point il y a beaucoup de tournois, exactement, qu'on devrait peut-être revoir tout ça. Donc, je pense que ça fait une grosse différence. Justement, si elle a été capable de se reposer plus, de ne pas être sur le terrain avec cette pression-là, cette intensité-là, beaucoup moins longtemps que son adversaire. Puis aussi, je pense que ça veut dire qu'elle a été capable de finir ses matchs plus rapidement. Donc, peut-être qu'elle joue plus en confiance ou qu'elle finit ça plus rapidement. Donc, je pense qu'il y a ces deux aspects-là. Côté repos, côté fatigue, elle va avoir peut-être un avantage. Puis, on voit qu'elle a été capable peut-être de passer à travers plus facilement. Donc, c'est certainement positif pour Victoria. Puis, c'est beaucoup de différence. C'est pas juste, comme tu dis, 45 minutes, 1 heure. Là, pour 3 heures de différence, je pense que oui, ça peut faire une différence. Et dans le dernier match, je regardais ça, 2h17 minutes pour l'Espagnol. Alors, seulement 1h02 pour Victoria Mboko. Alors, écoute, ça, c'est pas banal, 1 heure de moins dans le dernier match. Encore une fois, ça pourrait jouer à l'avantage de la Canadienne. Oui, puis elle jouait quand même contre Coco Gauff, la favorite du tournoi, la deuxième au monde. Donc, c'est quand même impressionnant, le match aussi rapidement. Vraiment. Puis, ça lui a peut-être donné le temps d'aller se reposer, d'aller passer du temps avec sa famille, puis de penser à son prochain match. Donc, oui, je pense qu'on peut le prendre en considération. Puis, comme on dit la dernière fois, si elle est capable de battre la première favorite, bien après ça, elle est capable de battre n'importe qui dans le tournoi. Elle a fait beaucoup jaser Victoria Mboko depuis le début du tournoi. Et d'ailleurs, le directeur, le vice-président haute performance de Tennis Canada, Guillaume Marx, est revenu à Montréal parce qu'il était à Toronto pour la première partie du tournoi. Et d'ailleurs, il a parlé du phénomène Victoria Mboko. Il a même dit qu'elle avait ressenti quelques émotions en la voyant jouer. Je pense que ce qui m'a surpris, en fait, c'est voir que, contrairement au match d'avant, la balle sortait de sa raquette exceptionnellement bien dès le premier point, dès le premier retour. Donc là, je me suis dit quand même, là, c'est bon signe. J'étais un peu presque ému au premier set de voir quelqu'un jouer comme ça. Après, tu sais toujours que ça va être plus difficile à conclure. Je pense que Gauff a essayé d'en faire de plus en plus, en fait. Et puis, ça n'a pas fonctionné pour elle. Non, ce qui est impressionnant, c'est vraiment cette constance, ce niveau, cette frappe de balle. Elle est vraiment très forte. Guillaume Marx est toujours très posé dans ses commentaires. As-tu déjà eu comme entraîneur, toi, Guillaume Marx? Est-ce que c'était de ton époque?
Oui, de mon époque, certainement. Il était au Centre national en même temps que moi. Par contre, il était du côté des garçons. Donc, lui, il était avec Félix pendant que nous, on avait plus Sylvain Bruno qui était en charge du programme féminin. Exact. Mais je connais très bien Guillaume. Puis des fois, quand il manquait d'entraîneur, puis lui était là pour les garçons, il aidait. Puis c'est un entraîneur très réputé. Puis très, très bon. Donc, c'est encourageant de voir qu'est-ce qu'il y avait à dire sur Victoria. Une autre fille que tu connais peut-être, c'est Virginie Tremblay, qui s'occupe de la préparation physique à Tennis Canada. Elle est entraîneur physique et elle travaille avec Victoria Mboko. Hugues Léger a eu la chance de la rencontrer un peu plus tôt aujourd'hui. Voici ce que ça a donné. Ça ressemble à quoi une journée avec Victoria en ce moment? Bon, alors... Sans nous révéler de grands secrets pour les adversaires. Bien, on commence toujours la journée avec un échauffement, une activation qu'on appelle, où on y va quand même progressivement. Alors, tu sais, il y a de la mobilité, il y a quelques étirements dynamiques. C'est environ 1 heure. Et où est-ce que là, on va travailler tout ce qui est, comme je disais, mobilité, étirement dynamique, activation musculaire, aérobie. Donc, tu sais, on augmente un petit peu aussi en intensité, mais l'important, c'est vraiment de la faire bouger, mais vraiment de travailler tout son corps pour ensuite, tu sais, qu'elle aille sur le terrain puis que, tu sais, qu'elle ait fait vraiment un bon échauffement, que le corps soit prêt. On parle de ses qualités athlétiques beaucoup. Ouais. Comment tu l'évalues comme athlète, en fait, ses grandes forces? Qu'est-ce qui fait qu'elle est spéciale, Victoria, en fait, au niveau athlétique? Bien, c'est une très bonne question. C'est sûr que naturellement, elle a une forme physique, je dirais, naturelle, assez bonne. Ouais. Par contre, je dirais dans ses forces, c'est une fille qui est très forte, très explosive, mais il y a encore des choses à travailler. Je pense que tout ce qui est flexibilité, mobilité, amplitude de mouvement, tout ce qui est petits muscles stabilisateurs, muscles profonds, proprioception, équilibre, toutes des petites choses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui sont tellement, tellement importants. Ouais. Merci à Hugues et Virginie. C'est toujours intéressant d'avoir cette perspective-là un peu à l'extérieur du terrain. Hein? L'entraînement, la préparation, etc., qui peuvent faire toute une différence. Et ça risque de faire une différence ce soir pour Victoria. Oui, certainement. Je pense que le côté physique, de plus en plus, avec les matchs qui sont longs, les semaines qui sont longues, le calendrier qui est long, c'est important d'être en forme physiquement. Puis Virginie a travaillé avec moi aussi il y a 10 ans, quand moi j'étais au Centre national. C'est une coach très bonne aussi, mais qui est bonne aussi dans l'accompagnement avec les joueuses. Je pense que du côté humain, mais aussi sur le terrain, puis dans ses compétences, elle est très, très bonne. Donc, je pense qu'elle peut faire une grosse différence, surtout ici à la maison, avec toute l'équipe du Centre national à Montréal. Je pense qu'elle est très bien entourée, puis ça va faire une différence cette semaine. Est-ce que je me trompe, mais dans la run, pour le dire comme ça, de Bianca Andreescu, ici, Omnium Banque Nationale et US Open, elle était avec elle. Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas certaine si c'était elle qui était là à 100%. Je sais qu'elle a beaucoup aidé tout le monde. Tous les athlètes canadiens, que ce soit Bianca, que ce soit Félix. Même, elle a travaillé avec les garçons aussi. Mais je ne suis pas certaine si à ces moments-là, c'était elle, mais ça ne m'étonnerait pas non plus. Le match de Victoria Mboko sera diffusé sur nos plateformes en direct. On le fera. On va refaire l'expérience. Hugues et moi serons là pour faire les commentaires. Et si vous avez des questions, vous voulez nous accompagner durant ce match, ça nous fera plaisir. Vous gênez pas pour venir poser vos questions, faire vos commentaires. Ça nous fait plaisir de répondre et de vivre ce moment, ni plus ni moins qu'historique avec vous, parce que des Canadiennes qui ont atteint les quarts de finale, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire du Canada. Il y a Alexandra Wozniak qui l'a fait. Il y a Bianca Andreescu qui a éventuellement remporté le tournoi. Mais ça reste une denrée rare, une Canadienne à ce niveau-là du tournoi. Alors, on va vivre un moment historique dans l'histoire du tennis canadien. Ça, c'est sûr. Si tu le veux bien, on va passer au prochain match. En fait, ce sera le premier match de la soirée parce que Victoria Mboko jouera le deuxième match. On aura Marta Kotsuk contre Rybakina. Rybakina qui est une championne de Grand Chelem qui est une des meilleures joueuses au monde. Ça t'attend quoi de ce match-là ce soir? Je pense que ça va être un très bon match. Deux joueuses très puissantes, des cogneuses, comme on dit, des très bons services. Donc, je pense que ça va être serré. Je mettrais peut-être... je donnerais peut-être l'avantage à Rybakina, qui, d'après moi, si on regarde les statistiques, Alex, dans ses 10 dernières apparitions en quart de finale dans un tournoi WTA 1000, elle en a gagné 9. Ça, c'est impressionnant, ça. 9 fois sur 10, elle passe le cap des quarts de finale, sauf une fois contre Swiatek.
cette année. Donc, on s'entend que... C'est bien dire qu'elle les gagne à peu près tous ces matchs-là, sauf quand elle frappe une des meilleures joueuses de sa génération. Exact. Donc, je pense que Rybakina reprend son rythme aussi beaucoup. Elle n'avait pas joué quelques tournois, mais là, on voit qu'elle continue à bien jouer. Même chose pour Kostyuk. On la sous-estime un peu, je trouve. On entend peut-être un peu moins parler, mais elle mène quand même le circuit avec le plus de coups droits gagnants cette année. Elle a dépassé Aryna Sabalenka. Donc, on voit que c'est une joueuse qui est puissante, qui est précise, qui fait mal avec justement son coup droit, mais aussi ses autres forces. Puis moi, j'ai vu son match cette semaine là, contre Kasatkina, puis c'était assez impressionnant de voir comment elle s'accrochait, puis elle se battait sur chaque point. Donc, ça va être un match compétitif, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Les gens dans les gradins ce soir ont la chance de voir Victoria Mboko et Rybakina, quand même, je le disais, c'est une championne de Grand Chelem, 12e mondiale. Elle est présentement, elle mène 2-1 la confrontation contre Marta Kostyuk. Et les deux derniers matchs ont été largement à l'avantage de Rybakina. Ça se passait en 2024 et 2023. Là. Marta Kostyuk avait gagné la première confrontation entre les deux joueuses, mais depuis ce temps-là, ça a été à sens unique pour Rybakina. Elle est 28e mondiale, Marta Kostyuk. Elle a connu quand même une belle progression parce qu'elle, il n'y a pas si longtemps, là, je pense que c'est 2022, on la voyait dans des tournois comme Granby. Là. Alors, dans les dernières années, elle a connu quand même une belle progression. Rybakina a passé un peu moins de temps sur le terrain depuis le début du tournoi. Alors, je pense que tout indique qu'elle sera la grande favorite dans ce match-là. Par ailleurs, ce sera plus de 200 000 $ pour les gagnants des quarts de finale, quand même. Une bonne petite bourse qui... Quand même. Ça se prend... Je ne savais pas. Regrettes-tu d'avoir pris ta retraite? Là que tu me dis ça... Est-ce que tu t'en vas frapper des balles tout de suite après, d'effectuer un retour au jeu? Mon salaire ici. Là. Ouais, un petit retour au jeu, là, va frapper des balles. Avec le talent que tu as, peut-être que tu vas reprendre le niveau compétitif plus vite que tu penses, Charlotte. On va revenir rapidement sur ce qui s'est passé hier. Là. On ne passera pas trop de temps là-dessus. Parce que, bon, on parlait de Swiatek un peu plus tôt. Clara Tauson, qui était un bel espoir, qu'on attendait de la voir exploser. Là, peut-être que ça s'en vient là, pour Clara Tauson. A surpris une des meilleures joueuses au monde en Swiatek qui est éliminée. Oui, moi, ça m'a beaucoup surpris. On sait que Swiatek venait juste de gagner Wimbledon, justement, beaucoup de confiance. On le sait qu'elle peut jouer vraiment un niveau incroyable, Ben oui. qui est quasiment imbattable sur le circuit quand elle est dans la zone, disons. Donc, je pense que Clara démontre des belles performances cette année. C'est sa meilleure saison à vie en 2025. Puis, elle avait l'air vraiment, vraiment contente d'aller chercher cette victoire-là puis de continuer dans le tournoi. Donc, j'ai été surprise, mais en même temps, j'ai regardé le match, puis elle méritait la victoire, puis elle joue très bien. J'ai vu des moments de frustration hier pour Swiatek durant le match. Il y a Osaka qui continue d'être une belle histoire ici à Montréal. Si vous ne connaissez pas son histoire, elle a commencé, là, elle a connu une montée fulgurante, a remporté plusieurs grands chelems de suite. On s'attendait à ce qu'elle prenne d'assaut le monde du tennis pour 10-15 ans. Et après ça, il y a eu toutes sortes de problèmes d'inconstance sur le terrain. Après ça, elle a elle-même avoué avoir eu des problèmes santé mentale, c'est ce qu'elle disait. Là. On en a parlé souvent. Elle en a parlé souvent. Elle est même devenue un peu le visage de la protection de la santé mentale sur le circuit de la WTA. Après, elle a eu un enfant. Évidemment. Et là, elle revient au jeu. Il n'y a pas eu de résultats complètement spectaculaires depuis quelques années. Mais là, peut-être que Osaka peut définitivement aspirer à un premier grand titre en un bon petit bout. Oui, je serais contente de la voir accomplir ça à Montréal. Je pense qu'elle le mérite. Je la regardais juste à l'entraînement cette semaine, puis je me rappelle m'être dit « Wow, c'est impressionnant la manière que la balle sort de sa raquette. » On le sait, elle a toujours été très, très puissante, un talent naturel. Elle a eu des résultats incroyables, comme tu as dit, dans le passé. Ça a été un petit peu plus difficile. C'est sûr, c'est pas toujours facile de garder le niveau où est-ce que tu es numéro 1 mondial, tu gagnes des grands chelems. Après ça, tu as d'autres choses qui se passent dans ta vie, comme avoir un enfant et tout ça. Donc, des fois, ça prend du temps à revenir, mais on voit qu'elle fait bien le travail, puis elle a des bonnes victoires. Elle continue d'enchaîner. Elle a l'air de bien se sentir. Elle a fait quelques surprises ici cette semaine. Donc, je pense que oui, si elle continue d'avancer, ça pourrait être un tournoi qui
qui repart la machine vraiment de belle manière pour elle. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire, mais je trouve qu'elle joue vraiment du très bon tennis, puis elle a l'air dans un bon état d'esprit. Puis sa mentalité est bonne, je pense, d'y aller une étape à la fois, puis d'essayer d'avancer dans le tournoi, puis d'aller le plus loin possible pour continuer d'aller chercher des belles victoires. C'est une fille qui a un talent exceptionnel. Je veux dire, elle a battu Serena Williams à des moments où on s'y attendait peut-être plus, même si Serena était en fin de carrière. Là, il reste que c'est quand même une fille qui a des grandes victoires, des victoires historiques sur le circuit de la WTA. Cela dit, je te disais, ses derniers grands titres, ben, ça remonte à déjà un bon petit bout. 2021, c'était en Australie et pas de titre WTA depuis ce temps-là. Donc, ça fait 4 ans quand même. Elle a 2 titres ITF cette année. Bon, elle a joué un petit peu plus là, cette année, mais il reste que, je pense qu'une victoire ici, à Montréal, ben, tu la ramènes dans le pool des joueuses qui peuvent peut-être aspirer à gagner le US Open d'un coup. Moi, je trouve que Osaka fait partie des joueuses que je pourrais jamais vraiment totalement enlever de l'équation pour ce qui est des grands tournois, parce qu'elle est capable de gérer les moments. Elle l'a montré à plusieurs occasions. Elle a été numéro 1 mondial. Elle a une puissance, une force, une capacité physique qui est incroyable. Donc, je pense que si elle continue d'avancer comme ça puis de gagner, on va continuer de garder un œil sur elle puis la compter dans celle qui pourra aller chercher les grands chelems pour le futur. Puis, elle l'a dit elle-même qu'elle connaît son potentiel et que si elle ne continue pas d'aller chercher des tournois, ben pour elle, ça vaudrait pas la peine de continuer. Donc, j'espère pour elle qu'elle va continuer de s'accrocher et jouer dans les tournois. Moi, au tournant des années 2020-2021, j'étais convaincu qu'elle allait prendre d'assaut le monde du tennis pour 10-15 ans. C'était the next one. Bon, on n'est pas là. Peut-être que ça fera une bonne histoire, mais on verra. Peut-être que c'est à Montréal que ça repart. C'est aussi qu'elle a senti beaucoup de pression des gens. Pas de toi personnellement, mais je pense que tout le monde se sentait de cette manière-là dans les années 2020-2021. Puis peut-être que tu ressens toutes ces attentes-là. Puis ça a été tellement fulgurant, tellement intense rapidement que des fois, c'est difficile à gérer. Puis tu mets la barre très, très haute et c'est difficile de toujours être justement aussi parfaite tout le temps. Donc, et tu te souviens de sa victoire au US Open où elle pleurait alors qu'elle avait gagné? Presque, c'est comme si elle se sentait mal ou presque d'avoir gagné. Il y a eu beaucoup de moments un peu dramatiques et difficiles pour elle, donc je suis contente de l'avoir bien faire cette semaine. Puis c'est bon pour le tennis. Ce qui est bon pour Osaka est bon pour le tennis et inversement également. Svitolina a également passé en flèche. Je vais pas trop m'attarder sur ce match-là. Il y avait également Madison Keys et Muchova. C'était quand même intéressant ce match-là. Muchova, c'est une finaliste de Grand Chelem à Roland-Garros et Madison Keys connaît une excellente saison. Elle a gagné l'Omnium d'Australie un peu plus tôt cette année et elle continue son parcours. Elle a gagné hier contre Muchova en 3 manches. Oui, vraiment, c'était un super bon match hier. Après avoir échappé la première manche, elle est revenue, Madison Keys, pour aller chercher le match. Puis les deux filles étaient vraiment très compétitives. Puis les points étaient de très haute qualité. Donc, j'ai vraiment apprécié ce match-là. Comme tu as dit, Keys qui joue du très bon tennis cette année, qui a gagné le premier Grand Chelem de la saison, puis qui se dit avoir une mentalité un peu différente, d'être un petit peu plus dans le laisser-aller, de dire je fais de mon mieux, puis j'ai plus besoin de me dire absolument il faut que je gagne des tournois pour être fière de moi. Donc je pense qu'elle a une mentalité qui a un peu changé cette année. On voit que ça porte fruit. Donc une fille, encore une fois, qui est très forte, qui est très puissante, qui a toujours eu un talent immense. Donc je pense qu'on peut garder un œil sur elle aussi pour la fin du tournoi. Ouais, elle est absolument une des favorites pour aller jusqu'au bout, c'est sûr. Là. Quand tu as gagné un Grand Chelem cette année, et il y en a quelques-unes championnes de Grand Chelem qui ont été éliminées depuis le début du tournoi. Allons faire un tour du côté de Toronto, parce que, bon, le tournoi se poursuit. Il n'y a plus de Canadiens, mais je te parlais de Guillaume Marx un peu plus tôt, qui a rencontré les médias hier. Il a également profité de cette disponibilité médiatique-là pour faire le bilan de ce qui s'est passé avec les Canadiens du côté de Toronto. Bilan, je dirais mitigé. Je pense qu'on a un peu à l'image de la saison, c'est-à-dire qu'on a 2 joueurs qui progressent et qui ont fait les meilleurs résultats ici, en Victoria et en Gabriel. Je pense que Félix et Denis étaient là tôt, ils se sont préparés et malheureusement ça n'a pas suri. Donc on est un peu déçus de ça et je pense qu'ils sont pourtant très très bien préparés. J'étais là plusieurs jours avant et puis ils étaient vraiment, c'était dans leur tête de jouer le tournoi. Après, il y a des choses intéressantes. Je pense à un garçon
comme Liam Draxel qui est monté aujourd'hui cette année, qui a pris une centaine de places, qui est 114e cette semaine et qui a fait 3-7 contre Karen Augusta. Donc c'est quelqu'un qui peut envisager aussi d'entrer dans le top 100 et qui a fait une bonne performance, je dirais. Alexis, des matchs vraiment fantastiques. Là, il faut vraiment que physiquement il tienne pour pouvoir rentrer à un moment donné dans le top 100 aussi. Et puis je dirais une victoire encourageante, quelque chose d'assez rare quand même, un garçon de 18 ans qui gagne un match dans un Master 1000, ça arrive vraiment pas souvent. Nicolas Arsenault, donc c'est quelqu'un qui va aussi jouer l'US Open Junior grâce à son classement professionnel puisqu'il ne joue plus les juniors. Et donc c'est quelqu'un, donc c'est encourageant aussi de suivre ça. Donc je dirais un bilan positif pour ceux qui suivent derrière. Bon, évidemment, petite déception, mais en même temps, c'est une déception qui est quand même soulignée par du positif parce que ce sont les jeunes, un peu comme ici, qui ont créé les surprises autant du côté d'Alexis, du côté de Nicolas Arsenault. Et je pense que pour Félix et Denis, c'était malheureusement pas un manque de préparation, c'est ce qu'il a dit, parce que les gars sont arrivés assez tôt à Montréal, mais c'est quand même difficile de remporter des matchs sur le circuit et ils voudront peut-être se reprendre dans les tournois futurs. Oui, on peut dire que peut-être ils se sont gardés un peu d'énergie en banque pour les prochains tournois, peut-être mieux faire à Flushing Meadows. C'est sûr que je m'attendais à ce que nos Canadiens fassent peut-être un peu mieux. Je suis très contente pour Alexis, son match de premier tour qu'il a remporté, puis ensuite un match très accroché contre Koboli. Donc je pense que c'était une super performance pour lui, puis ça lui démontre il est où un petit peu dans son niveau de jeu, ce qui est très encourageant. Même chose pour Gabriel Diallo qui continue de vraiment bien faire, Nicolas Arsenault. Donc on voit des beaux moments, des petites percées, mais je pense qu'on peut aspirer à mieux quand même du côté des joueurs canadiens, puis on espère que ça va continuer d'arriver dans les prochaines semaines. On est plus exigeant qu'on l'était. C'est ça l'affaire. C'est que dans le cas de Félix, avant, on était content de voir un Canadien ou une Canadienne passer un tour ou deux tours. Mais là, quand on se rend pas au troisième tour ou encore de finale, c'est presque une déception. Mais en même temps, je veux dire, Félix, il a quelques titres cette année. Chapovalov a des titres. Gabriel Diallo a un titre. Alors, c'est un peu normal que les attentes aient monté quand tu as des gens qui remportent des titres année après année pendant plusieurs années. Oui, on sait ce qu'ils sont capables de faire aussi. Ils l'ont démontré dans le passé, qu'ils sont capables de gagner contre les meilleurs joueurs au monde. Donc, je pense que quand c'est pas le cas, on est un peu déçus pour eux. Puis, on veut qu'ils continuent d'avancer et de progresser. Mais j'ai bien confiance en Denis et Félix. Je les connais depuis que je suis tout jeune. Puis, c'est des athlètes hyper persévérants, hyper travaillants. Vraiment des belles éthiques de travail, puis aussi des belles disciplines. Ils sont bien entourés, ils ont une bonne tête sur les épaules. Donc, on espère que dans les prochaines années, ça va continuer de progresser. Tu as sûrement déjà frappé avec Félix puis Denis comme ça. Là. Dans des mondes décents, des fois, je gagnais. Ah oui? À 12 ans. 12 ans. À 12 ans. Puis là, est-ce que tu leur rappelais que tu avais déjà gagné? Ben, je pourrais. Tu pourrais. Je pourrais. Hein? Si vous écoutez ça, je sûrement son numéro de téléphone, tu pourrais écrire « Rappelle-toi quand je t'ai battu ». On passera pas trop de temps à rappeler à Félix qu'il y a eu une autre défaite. Là. Non, on va être gentil. On va être gentil. Ça n'a pas duré longtemps, de toute façon. Non, on n'en doute pas. Il connaît, au-delà de tout, quand même une bonne saison, Félix. Ouais. C'est dans les tournois majeurs où c'est un peu plus compliqué parce qu'il a quand même un classement décent. Il a des titres cette année. Alors, faut pas l'oublier. Ça ne sera pas une saison à acheter aux poubelles, absolument pas. Non. Mais c'est dans les grands chelems puis dans les Masters 1000 où là, c'est un peu plus compliqué. Pour une raison. Qui est capable d'aller plus loin. Exact. On l'a vu dans le passé. C'est quand même un gars qui a avancé loin dans des grands chelems et qui est champion du monde également, qui a gagné la Coupe Davis. À Toronto, on suivait les Américains, on s'en parlait hier. Il y a Tiafoe qui a perdu contre Deminaur, mais là, Deminaur en ce moment est invincible. Il a gagné à Washington et la séquence de victoires se poursuit. Il en a 8 de suite. Il pourrait aspirer à gagner le titre ici. Pourquoi tu souris? Ben, je sais pas si tu as vu le point contre Tiafoe hier qui a fait le tour des réseaux sociaux, mais c'était tellement impressionnant. Alex Deminaur qui court partout sur le terrain pour finalement finir, aller chercher un amorti puis gagner le point. Puis tout le monde disait, il est tellement rapide, c'est tellement impressionnant. Puis même moi, j'ai regardé ça puis je me suis dit, est-ce qu'ils ont avancé le clip? Est-ce qu'ils l'ont accéléré? Parce que, my God, que ça va vite. Puis il est partout sur chaque balle. Puis sa copine, Katie Bolter, que je connais bien, qui a fait une joke en disant... je lui ai dit qu'il était tellement rapide, puis il m'a dit, en fait, c'est juste que je lis bien le jeu, c'est pas que je suis si rapide que ça. Je suis pas certaine de ça, mais je pense que c'est un peu des deux. Un peu des deux. Mais tu sais, c'est quand même impressionnant que tu dis...
toi, coudonc, ils ont-tu accéléré le jeu pour une fille qui en a vu d'autres à des cadences élevées? Tu as vu des balles frapper toute ta vie. Puis là, tu dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Je pense que Francis Tiafoe devait aussi se demander ce qui se passait. Puis c'est toujours un joueur spectaculaire en plus, Tiafoe. Ouais, vous avez un match à regarder Tiafoe sur le terrain, vous allez toujours avoir un bon spectacle. C'est pas le gars qui gagne avec le plus de constance des titres, mais toujours spectaculaire. Puis spectaculaire, puis il a vraiment une belle énergie aussi. Là. Fait que je pense que Daminor, sa force, c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment d'être sur chaque balle, d'aller chercher chaque balle. Si vous avez la chance d'aller voir ce clip-là, ça vaut la peine. En ce moment, tout lui réussit. De toute façon, Alex Zemler, comme je disais, il est champion à Washington et il n'a pas perdu depuis presque 2 semaines. Shelton qui a passé un peu dans la controverse contre Cobolli. Les deux ont vécu un petit imbroglio. Là. On s'est envoyé paître de part et d'autre, mais finalement, c'était peut-être plus un manque de communication. On a réglé ça avec Cobolli. Je ne sais pas si tu as vu, parlant de séquence, qui est allé donner sa raquette à un enfant après. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça, en plus, dans la défaite, d'être capable de, dès la sortie du terrain, il a encore les pieds sur le terrain, puis il prend le temps d'aller donner sa raquette à un jeune qui regardait le match. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment beau à voir. Surtout après la petite controverse, il pourrait être frustré ou dans sa tête ou concentré sur d'autres choses. Puis, je trouve que ça finissait bien, mieux que leur petite dispute à la fin du terrain. Mais ça, c'est typique des athlètes de haut niveau. T'sais, l'intensité est élevée, mais quand c'est fini, on passe à autre chose. Ben, surtout les garçons. Les garçons, ils sont bons là-dedans. Dès que la poignée de main est terminée puis qu'ils sortent du terrain, ils pensent à d'autres choses. Un sujet sur lequel on reviendra peut-être éventuellement. Taylor Fritz a également passé et Rublev qui a battu Davidovich Fokina qui a abandonné. Le programme ce soir, là, il est quand même intéressant. Zverev affronte Popyrin, la première tête de série, contre le champion en titre du tournoi. Et c'est un conte de fées pour Popyrin. Là. Il a battu Medvedev un peu plus tôt dans le tournoi, notamment. Est-ce que tu penses que Popyrin peut poursuivre sa route ce soir? C'est possible. Je pense qu'il a démontré un très bon niveau. Puis on voyait qu'il a pris une pause, que lui aussi avait besoin de peut-être du temps pour faire d'autres choses. Il a fait ça dans les dernières semaines. Puis là, peut-être qu'il est régénéré avec un peu plus d'énergie, des bonnes sensations. On l'a vu, il a gagné le tournoi ici à Montréal l'année passée. Donc peut-être qu'au Canada, il y a ce petit côté spécial magique pour lui. C'est sûr que Zverev, c'est un joueur qui est très dangereux, qui joue très bien, surtout sur le dur. Il a déjà gagné à Montréal ici contre Federer, par ailleurs. Oui, donc c'est difficile à prédire, mais je pense que ça va être un bon match, ça va être intéressant à regarder. Puis je pense que je mettrais peut-être Popyrin, pourquoi pas. Oh, attention, là, toi, tu y vas pour la surprise. Ouais, mais en même temps, est-ce que c'est tant une surprise que ça? Parce que, du côté de Popyrin, on est quand même champion en titre, là. Puis, bon, il a battu Medvedev, il a battu Holger Rune. Alors, il est sur une bonne séquence, il a de bonnes sensations. Je pense pas que Zverev est si content que ça d'affronter Popyrin. Et c'est un serveur puissant. L'autre match, ce sera Karen Khachanov, qui aussi dans le passé a déjà bien fait au Canada contre l'Américain Alex Michelson, 34e mondial contre Khachanov, qui est 16e mondial. Tu vois quoi pour ce match-là? C'est Michelson qui a gagné le seul affrontement entre les deux. Moi, je pense que c'est Khachanov quand même qui va sortir gagnant de ce match-là. Michelson qui est encore jeune, qui fait très, très, très bien. Seulement 20 ans contre 29 ans pour Khachanov. Exact. Donc, je pense que peut-être le côté expérience et aussi eu des très bons résultats cette année. Khachanov, je trouve qu'il reprend beaucoup de confiance, dont un quart de finale à Wimbledon. Donc, je pense qu'il arrive sur des bonnes sensations. Puis c'est lui qui va être probablement le favori dans mon livre à moi pour ce match-là, malgré que ça va être, d'après moi, un bon match. Charlotte, merci infiniment. C'était cette présentation du Café OBN du 4 août. Je vous rappelle qu'on va diffuser ce match en direct sur nos plateformes Facebook, YouTube. Venez nous jaser, venez faire vos commentaires sur ce match historique de Victoria Amoco. Charlotte, une fois de plus, merci infiniment. Et comme c'est la tradition, je te donne le mot de la fin. Bon tennis tout le monde.